Bonsoir à toutes et à tous du coup. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre du coup ce soir pour ce webinaire consacré au burn-out. L'idée du coup ça va être de présenter déjà le burn-out sur le plan professionnel, ensuite le burn-out parental et le burn-out plutôt chez les étudiants et les étudiantes. Donc je présente déjà du coup nos deux autres participants, Mathilde Mélinger qui est conseillère pédagogique et secrétaire générale du Raptor Neuropsy. Mathieu Chevassu, que vous avez déjà vu en live, notamment sur la neuropsycho de l'enfant, qui est neuropsychologue et vice-président de l'association. Et donc moi-même, Mathieu Serbet, qui suis neuropsychologue et président de l'association Raptor Neuropsy. Déjà, l'idée, D'accord. c'est de présenter un peu de quelle source est-ce que moi je suis parti pour vous parler aujourd'hui du burn-out professionnel. À savoir d'ailleurs, il y aura les liens aussi dans ce webinaire qu'on a déjà proposé une bande dessinée sur le burn-out. On y reviendra un peu après. Donc des petites planches de vulgarisation et du coup une vidéo qui est sortie au mois d'octobre ou novembre, en fin d'année dernière, donc qui discutait un peu du burn-out et en particulier de la question du burn-out chez les soignants et les soignantes, puisqu'on sait que c'est une population qui est particulièrement touchée par les symptômes du burn-out. Donc moi du coup je me suis basé sur deux rapports. Donc d'abord le syndrome d'épuisement professionnel au burn-out, mieux comprendre pour mieux agir, qui a été créé en 2015 par plusieurs instituts de recherche, du coup, et repérage et prise en charge clinique du syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out, du coup, par la Haute Autorité de Santé qui est sortie en 2017. Et en fait, dans ces guides-là, il y a tout un panel, à la fois les définitions du burn-out. Vous pouvez aller consulter gratuitement hein, ces guides en ligne. Tout ce qui est les recommandations, comment est-ce qu'on peut prévenir le burn-out, quels symptômes est-ce qu'on peut essayer de repérer, comment est-ce qu'on peut identifier avant que les choses s'aggravent, on va dire. Donc je vous invite à aller voir aussi plus en détail ces différents rapports. Si vous voulez aller piocher un peu dedans, je vous ai mis les couvertures en présentation. Comme ça, vous savez un peu sur quoi je pars de mon côté. Donc du coup, le burn-out, c'est quelque chose qui va se traduire par un épuisement à la fois physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans les situations de travail qui vont être exigeantes sur le plan professionnel. Ça, c'est la définition qui est citée dans ces rapports, sur la façon dont on définit le burn-out à l'heure actuelle, sachant qu'une personne qui a beaucoup travaillé dessus, en fait, c'est Christina Maslach, qui est psychologue à l'Université de Californie, et qui a publié énormément de choses aussi sur la question du burn-out, de l'épuisement professionnel. Et on verra juste après aussi, c'est grâce à elle qu'on a un des outils qui permet de dépister justement le burn-out, avec un questionnaire qu'on remplit pour voir un peu où est-ce que nous on se situe par rapport à ça. Est-ce qu'il faut qu'on agisse, qu'on aille voir des professionnels de santé, où est-ce que nous on se trouve par rapport à tout ça. Et du coup, cet épuisement-là, il va se traduire notamment par du coup une dégradation du rapport qu'on va avoir avec le travail. Donc, comme nous le dit la chercheuse, au travers de plusieurs du coup dimensions. Donc, à la fois l'épuisement émotionnel, donc le fait d'être complètement à bout, de sentir un vide émotionnel, d'être un peu moins connecté, on va dire ça comme ça. À la fois un certain cynisme vis-à-vis du travail et une diminution de l'accomplissement personnel au travail. On va moins s'épanouir, on va moins faire de choses, on sera moins productif parce que mentalement, il y a les symptômes du burn-out qui viennent parasiter tout ça du coup. Et du coup, il y a différentes catégories de symptômes dans le cas du burn-out. Donc on va les voir après en détail, je les ai mis ici en résumé. Donc à la fois les symptômes au niveau des émotions, du ressenti émotionnel, mais aussi au niveau cognitif, on le verra, il y a des troubles notamment de la mémoire et de la concentration par exemple. Il y a aussi des symptômes comportementaux et dans les attitudes qu'on peut avoir, comment dire, la communication qu'on peut avoir avec les autres. Des symptômes au niveau de la motivation et enfin des symptômes physiques, musculaires, des choses comme ça. On y reviendra plus en détail. Donc c'est pour vous ayez un peu une vision d'ensemble de tous ces symptômes-là. Donc par exemple, au niveau émotionnel, comment ça va se traduire? Eh ben, il va y avoir un certain état d'anxiété, des tensions musculaires, de la tristesse, un manque d'entrain, une irritabilité, etc. Comme j'en parlais tout à l'heure, une notion aussi de vide émotionnel. Et en fait, tout ça, ça peut comment dire? Ça ressemble aussi énormément aux symptômes de la dépression et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on en parlait quand on construisait le live justement, c'est pas encore forcément très clair sur, les frontières qu'il y a, est-ce que le burn-out va, comment dire? Amener à la dépression, par exemple, des choses comme ça? Enfin, les liens sont pas encore très clairs. En tout cas, il y a beaucoup de symptômes en commun, il faut le savoir, c'est important. Donc voilà, au niveau émotionnel, il y a tout ce paquet-là, toute cette sphère-là qui peut être, concernée, du coup. Ensuite, de l'autre côté, au niveau cognitif.
Donc j'en ai parlé, on peut avoir des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, de l'attention, mais aussi des troubles de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, ça va être ce qui va nous servir en fait au quotidien à nous adapter à des situations, à résoudre des tâches, à se confronter à des situations nouvelles. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui risquent d'être impactées aussi, parce qu'on est ben, épuisé, parce qu'on va être détaché par rapport au travail, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui viennent jouer. Donc ensuite, au niveau comportemental ou dans les relations interpersonnelles, donc on peut observer du coup un repli sur soi, un isolement social. Il peut y avoir aussi un aspect, donc il y a cet aspect retrait, il peut y avoir un aspect plus de l'autre côté dans la démonstration avec de l'agressivité, éventuellement de la violence, une diminution de l'empathie, un certain ressentiment, une hostilité à l'égard des collègues, des collaborateurs. Il peut y avoir aussi des comportements addictifs par exemple. Au niveau ensuite de la motivation, ou ce qu'on appelle les symptômes liés plutôt à l'attitude, à comment on va se comporter, comment on va être motivé par rapport au travail. Donc il y aura un désengagement progressif, c'est-à-dire qu'on va de moins en moins se sentir impliqué, se sentir épanoui. Forcément une baisse de la motivation, une baisse du moral, ça va avec tout le reste. Un effritement des valeurs associées au travail, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop pourquoi on fait ce travail, à quoi ça sert, etc. Et enfin, un doute sur ses propres compétences. Donc ça rejoint un peu la question du syndrome de l'imposteur, donc le fait de se dire, «Ben, je suis pas assez doué pour faire ce que je fais, je suis là mais je mérite pas ma place» et cetera. Donc il y aura une dévalorisation, une remise en cause de ce qu'on est capable de faire au niveau professionnel. Pour la dernière catégorie, des symptômes, on a les symptômes physiques. Donc une asthénie, une notion de, comment dire, de fatigue, de ralentissement un peu musculaire, des choses comme ça, des troubles du sommeil, des troubles musculo-squelettiques de type ben, les mal de dos, cervical, etc. Des crampes, des maux de tête, des vertiges. Enfin bref, il y a tout un paquet en fait de symptômes qui vient jouer. Et toute cette liste-là, elle permet à vous qui nous suivez d'avoir des éléments pour repérer ça éventuellement. Alors, ça peut être chez soi-même, ça peut être chez des collègues, ça peut être en parler autour de soi avec la famille, les amis, etc. Ça, c'est des symptômes qui peuvent alerter sur la potentielle présence d'un burn-out et donc la nécessité pour la personne, vous ou quelqu'un d'autre, du coup, d'essayer comment dire, d'enclencher un peu un éventuel accompagnement au niveau du soin, par exemple. Donc voilà, ça fait une grosse liste de symptômes. Je vous rassure, tout ça sera disponible en replay et on se débrouillera pour que vous ayez aussi le diaporama, du coup, comme on fait à chaque fois. Donc ensuite, c'est une petite infographie, donc c'est justement ça, c'est une partie du coup de la bande dessinée qu'on propose, qui est disponible sur le site internet donc raptorneuropsy.com. Je vous ai mis la source en bas, ça vient de La Réponse du Psy. Donc il nous parle de la dynamique du burn-out, c'est-à-dire comment est-ce que ça avancerait au fur et à mesure, par quels symptômes on commencerait pour aller jusqu'où du coup. Donc par exemple, on va retrouver au début plutôt une augmentation de l'énergie qu'on déploie et donc une fatigue en conséquence, c'est-à-dire c'est plutôt ce moment où on fait plein de choses, on est à fond, on se dépense beaucoup, on croit en ce qu'on fait, on est très motivé, etc. Au fur et à mesure, il peut y avoir une baisse d'engagement parce qu'il y a de la fatigue, des choses comme ça, donc on va être moins engagé à la fois vis-à-vis on va dire des personnes avec qui on travaille, qui reçoivent le travail, donc ça peut être des clients, ça peut être des patients, ça peut être des élèves, n'importe quoi. Mais ça va être aussi une baisse d'engagement dans les relations avec les collègues et ça peut être aussi dans l'entourage plus élargi, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément se limiter seulement au travail. Et en fait, à ce moment-là, on parle de la notion de démission interne, c'est-à-dire que ben, on est toujours en train de bosser, mais c'est comme si nous, on avait démissionné de ce travail, on ne se sent vraiment plus dedans. On va retrouver ensuite du coup une irritabilité, une baisse de l'humeur, donc au fur et à mesure que les symptômes progressent. Les fameux troubles cognitifs dont je parlais, et ici on va retrouver aussi la motivation qui va baisser. Une atteinte à la créativité, à la spontanéité, on va perdre un peu tous ces trucs-là. Finalement, un peu comme dans le cas d'une dépression, où pareil, tout ce qui est créativité, spontanéité, etc., ça peut aussi largement être impacté. On va retrouver ensuite l'appauvrissement au niveau des émotions, le sentiment pardon, de vide, un appauvrissement relationnel et social. Et enfin, on continue à dérouler. Là, on va retrouver les signes physiques. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme si tous ces symptômes un peu mentaux, ces troubles psychiques, se traduisaient progressivement par des troubles physiques, comme c'est le cas de beaucoup de troubles psychiques d'ailleurs. Et là, on va retrouver tous les symptômes de type, ben, ça peut être des troubles cardiovasculaires, des troubles intestinaux. On en parlait tout à l'heure, des douleurs, des crampes, etc. Et à la fin, ça peut aller vers quelque chose de beaucoup plus fort et où il faut savoir aussi beaucoup prêter attention. C'est tout ce qui est de l'ordre du désespoir, des idées noires et des idées suicidaires. Donc qui serait vraiment le dernier rouage, on va dire, de la boucle, enfin
de la dynamique plutôt du burn-out. Donc ça, c'est pour donner une idée un peu plus, au lieu de donner un paquet de symptômes, dire un peu comment est-ce que ça peut évoluer. C'est pareil, ça peut aider éventuellement à se situer là-dedans, et à se dire: «Tiens, moi, telle personne que je connais, vu comment elle discute avec moi, peut-être que, ben, là, elle est en train de, entre guillemets, «s'enfoncer» dans cette dynamique-là», par exemple. Ça, c'est pareil, vous pouvez récupérer du coup sur notre site internet, l'infographie destinée enfin consacrée pardon, au burn-out. Donc j'en parlais tout à l'heure, donc Christina Maslach, qui est psychologue à l'Université de Californie, donc elle a créé un des outils qui est encore utilisé aujourd'hui pour repérer les signes en fait du burn-out. Donc c'est un auto-questionnaire, c'est-à-dire c'est un questionnaire qu'on trouve en ligne, hein, je vous ai mis le lien sur le diapo, on le trouve aussi directement dans les premiers résultats, je crois, sur Google, et qui du coup va mesurer à travers 3 dimensions les différentes composantes du burn-out, c'est-à-dire à la fois l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation, donc le sentiment de vide intérieur, d'être déconnecté, etc. Et enfin l'accomplissement personnel, c'est-à-dire la sensation d'être efficace, d'avoir du rendement, de se sentir impliqué et pertinent dans ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est un questionnaire qui est disponible directement en ligne et qui peut être intéressant de remplir pour voir un peu où est-ce qu'on se situe. Donc vous voyez, chaque échelle a ses scores et en fait sur le site internet, c'est précisé. Donc voilà, si vous avez un score de temps, c'est plutôt à risque bas ou plutôt un burn-out modéré, sévère, etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux, si vous vous posez un peu la question, à aller remplir cette échelle. C'est un outil qui a été validé depuis un moment dans la littérature scientifique. Alors, pour ceux qui auront l'occasion d'aller vérifier aussi, d'aller jeter un coup d'œil, on va dire, à notre vidéo, on discute aussi du repérage des signes, en dehors de ces symptômes-là qu'on peut regarder. C'est-à-dire qu'on peut aller, par exemple, analyser les conditions de travail pour voir si c'est propice à un bon développement au travail ou si, au contraire, c'est plutôt défavorable. Des données de vécu, du travail, comment est-ce que, c'est-à-dire, comment dire? Prendre en compte comment est-ce que la personne se sent dans son travail au fur et à mesure, et cetera. Et les données de santé. Est-ce qu'il y a des antécédents? Est-ce qu'il y a d'autres maladies? Parce qu'il y a des choses des fois qui peuvent nécessiter par exemple des adaptations, des aménagements. Et du coup, les acteurs dans tout ça, donc ça va être évidemment soi-même, ça va être notre équipe, mais ça va être aussi des professionnels qui sont vraiment dédiés spécifiquement à accompagner ce genre de difficultés. Donc par exemple, le médecin du travail, l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, dans les institutions où il y a une équipe un peu plus élargie, le médecin traitant éventuellement. Et ça peut être aussi un spécialiste, par exemple un médecin psychiatre ou autre, ou un psychologue, etc., qui peut aider à repérer ces difficultés. Donc voilà, il y a différents professionnels qui peuvent être mobilisés et qui peuvent être sensibilisés à la question du burn-out, du coup. Et du coup, pour la suite, donc l'idée c'était aussi de vous parler un peu, hop, ça arrive, c'est bon, de mon témoignage personnel par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que moi, du coup, je suis passé par deux, on va dire, événements qui se rapprochent à ce que je viens de vous réciter, au burn-out. Du coup, il y a un paquet de temps maintenant, ça fait 2 ans le deuxième épisode. Et du coup, ces symptômes-là, effectivement, j'ai eu l'occasion de les ressentir. Donc, ce sentiment de vide, cette fatigue excessive à la fois psychique et physique, mais aussi ce désinvestissement cognitif, c'est-à-dire qu'on se sent moins capable, on se sent un peu, comment dire? Un peu moins à même de travailler au vu des conditions dans lesquelles on est actuellement, et du coup, il va y avoir ces troubles cognitifs, on va moins être capable de se concentrer, moins être capable de retenir, et on va mal s'organiser aussi. Je reviendrai en fait dessus, puisque l'idée, c'est aussi du coup de vous dire quelles leçons est-ce que j'en ai tirées et du coup quels conseils est-ce que je peux donner par rapport à ça. Et du coup, moi, dans mon cas, je parlais des différents acteurs professionnels de santé. Dans mon cas, ça a été une médecin psychiatre, du coup, avec qui on a pu avancer tranquillement sur tout ça. Du coup, comment est-ce qu'on peut se sortir de tout ça? Alors du coup, déjà, ce qui peut être difficile, ça va être d'accepter qu'on a les symptômes et d'identifier leurs causes. Parce qu'un burn-out, c'est pas, on se lève un matin: «Tiens, je fais un burn-out aujourd'hui». C'est une dynamique, quelque chose évidemment de très progressif, et du coup, c'est pas en 2019, «Tiens, je me suis levé et ça fait une semaine que ça va pas». Non, c'était quelque chose vraiment de très, très long, très durable. Mais du coup, il faut être capable de sortir un peu du déni, si je peux dire ça comme ça, d'accepter qu'on a ces symptômes et d'identifier que la cause, c'est le travail. Que ce soit la charge de travail, que ce soit l'environnement, chacun après a ses caractéristiques. Et du coup, il faut aussi oser, comme dans toute situation avec difficulté psychique, oser demander de l'aide. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément un pas qui se fait comme ça très facilement en claquant des doigts, mais c'est une première étape pour se sortir du coup de ce cercle vicieux des symptômes du burn-out. Ensuite, savoir prendre du temps pour soi, c'est-à-dire se reposer, mieux s'organiser, mieux gérer son emploi du temps, faire les activités qui détendent, et cetera. Ça peut être un arrêt de travail aussi qui peut être très, très important à ce moment-là pour vraiment faire une coupure nette. Et enfin, ça va être capable d'organiser sereinement son retour au travail.
Et ça, du coup, ça peut se faire avec l'aide des professionnels qui nous accompagnent, qui vont aider à l'organisation, qui vont aider, entre guillemets, «à la réinsertion», vraiment au retour. Ça peut être, au niveau du temps d'activité, au niveau de la fréquence des activités qu'on va faire, hem, ça peut être sur différents plans, en tout cas. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'organiser sereinement pour pas risquer, une fois le retour au travail, que les symptômes reviennent, se réenclenchent et qu'on tombe une nouvelle fois dans cette spirale. Donc du coup, j'avais fait un petit schéma. Alors là, pour le coup, c'est juste sorti de ma tête, hein, l'acronyme AIDRA, en fait. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux essayer de faire visualiser ça? Donc en fait, il y a l'acceptation, identification des causes, détermination, c'est-à-dire, ok, je vais demander de l'aide, je vais essayer de m'en sortir. L'émergence, parce que ben, petit à petit, on sort de ce cercle vicieux-là, on réfléchit, on prend du temps pour soi, pour savoir comment est-ce qu'on veut retourner au travail, et on anticipe du coup la sixième étape, ce retour au travail dans les meilleures conditions possibles. Pour ce qui est de mon cas personnel, du coup, comment ça peut se passer au niveau de l'organisation du retour au travail? Voilà, du coup, les conseils auxquels moi j'ai pu un peu, enfin, on va dire que j'ai pu un peu recevoir et du coup qui me semblent assez pertinents à transmettre. Donc déjà, ben, se laisser plus de temps, par exemple, moins de consultations, du coup. Apprendre à déléguer, à moins faire les choses uniquement soi-même, parce que c'est ça aussi qui peut mener à un certain épuisement au niveau professionnel. Accepter qu'on peut pas aider tout le monde. D'après les sondages qu'on avait fait, il y a des psychologues qui nous écoutent. Effectivement, on sait, on peut pas aider tout le monde. Il y a des personnes avec qui on n'arrivera pas à s'en sortir, d'autres avec qui il faudra plus de temps. On peut pas voir 15 personnes par jour en se disant je veux absolument les aider. C'est pas aussi simple que ça. Ensuite, il faut être capable d'accepter du coup les délais d'attente. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, moi j'en étais arrivé au stade où je mettais des fois des consultations entre midi. C'est une très mauvaise idée. C'est quelque chose que j'ai très vite arrêté, du coup à mon retour justement au travail, il y a un moment. Accepter aussi que quand on débute en tant que psychologue, on connaît pas grand-chose, c'est normal. On sort peut-être de 5 ans d'études, mais au niveau de la pratique, on n'a pas eu des tonnes et des tonnes de stages. Voilà, c'est finalement dans les premières années que se construit vraiment la vraie première expérience. Donc c'est normal qu'en arrivant au début, on soit pas encore très, très à l'aise et qu'on soit pas un expert. Et du coup, l'idée, c'est aussi de savoir, par X ou Y façon, connaître ses propres limites, mais aussi ses ressources. Et du coup, concrètement, bah, dans mon cas, comme je disais, ça a été baisser le nombre de consultations quotidiennes, se laisser plus de temps entre 2 entretiens pour avoir le temps de souffler, s'accorder plus, c'est bête, mais de sortie, par exemple. Mon bureau est pas loin de la sortie, bah, je sors 5 minutes, je prends une pause, toutes les 2 heures, voilà. Déconnecter quand on sort du bureau, c'est-à-dire que quand je vais, sur le chemin pour rentrer chez moi, je me dis pas: «Tiens, les patients aujourd'hui», je me dis: «Je me mets dans ma musique, je vais faire mes courses, je me mets dans autre chose», je déconnecte et du coup, savoir dire stop aussi si on sent que les symptômes sont en train de revenir. Ça m'est déjà arrivé de sentir que là, je suis peut-être en train de travailler un peu trop, je lève un peu le pied, j'organise un peu moins de trucs et du coup, on aide à enrayer un peu cette spirale-là. Voilà, voilà. Je trouvais que c'était intéressant de présenter aussi un exemple concret. Et du coup, ce qu'il faut retenir de mon intervention, donc avant que je laisse mes collègues parler, on est dans les temps, on est à 20 minutes. Donc ce qu'il faut retenir, le burn-out du coup ou épuisement professionnel n'est pas une fatalité, il peut être repéré par soi-même à la fois, mais aussi par les autres, par les collègues, par la famille, par les amis, dès qu'il y a des premiers signes d'alerte. C'est aussi l'intérêt de ce webinaire sur cette partie burn-out professionnel, c'est de montrer qu'il y a une liste de choses qu'on peut repérer pour mettre en place très tôt des choses. Et on sait que dans n'importe quel trouble psychique, que ce soit la schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire, etc., y compris le burn-out, plus on intervient tôt, mieux c'est pour la personne, évidemment. Du coup, ça va nécessiter tout ça, une vigilance de la part de différentes personnes, donc médecin du travail, éventuel psychiatre, psychologue qui nous suit, etc., les collègues, l'entourage social, familial, et bien évidemment soi-même, savoir un peu prendre du recul sur la façon dont on est en train de fonctionner au travail, pour pas risquer justement cette spirale négative. À savoir aussi, je précise, évidemment, tous les facteurs ne reposent pas sur soi. Si on est dans un milieu où l'organisation est très compliquée, où la charge de travail est très élevée, ce genre de choses, on ne peut pas forcément nous-mêmes jouer dessus, évidemment. Et dans ce cas, il faut aller plus loin et discuter d'autres choses avec d'autres personnes. Ça sort un peu de mon champ de compétences pour aujourd'hui. En tout cas, le dernier petit point, c'est que parfois un arrêt de travail, ça peut être essentiel et nécessaire. C'est une pause, c'est une forme de soin pour moi. Même si ça peut être, on peut très vite culpabiliser, à se dire: «Ah, j'ai pas été capable, j'ai dû arrêter». Non, si on a arrêté, c'est parce qu'on a vu, on a fait beaucoup trop de choses et du coup, le retour à son travail va se réfléchir correctement, va se réfléchir de façon, heu,
très poussé, on va pas faire ça en 2 secondes, on va vraiment poser les choses et du coup, on va se demander, et je conclurai avec cette question très importante, est-ce que le travail que je suis en train de faire, est-ce que l'emploi que j'ai et ses missions est en accord avec les valeurs que j'ai et du coup, est-ce que je peux m'y épanouir? Par exemple, dans mon cas, bah, voilà, je suis, psychologue en service de soins, publics. Bah, du coup, la façon dont je peux travailler est en accord avec qui je suis en tant que personne et du coup, je peux, travailler comme je pense vouloir travailler en tant que psychologue et du coup, ça permet de réfléchir à tout ça tranquillement. Donc voilà pour ma première partie. Alors, je vais faire un petit tour dans le chat et puis je vais peut-être laisser du coup Mathieu commencer sa partie consacrée hop, au burn-out parental. Euh, je te laisse la main. Je m'occupe des diapos. OK, super, nickel. En tout cas, je t'avais dit, mais bonjour à tous et à toutes du coup et merci de participer à ce webinaire consacré au burn-out, de façon générale. Donc ma partie, concernera donc surtout le burn-out parental, voir un petit peu quels sont les paramètres initiaux qui peuvent, prédisposer à ce burn-out, comment est-ce qu'il s'exprime et ensuite, du coup, comment est-ce qu'on peut accompagner et aider les parents qui présentent en fait ce burn-out parental. Alors déjà, dans un premier temps, déjà faire un point sur qu'est-ce que n'est pas le burn-out parental, hein. Déjà, c'est pas une excuse, hein, de dire que, voilà, quand un parent va dire qu'il est en burn-out parental, c'est pas que c'est un mauvais parent, c'est pas un parent qui ne va pas aimer ses enfants, bien au contraire. En fait, par définition, on pourrait dire que, le burn-out parental, c'est surtout des parents qui, à un moment donné, ont voulu trop bien faire, peut-être même trop, et ça a justement induit à ces caractéristiques de burn-out telles que Mathieu a pu les amener avec, l'épuisement émotionnel, l'épuisement psychologique et finalement derrière plein de conséquences négatives qui commencent à se mettre en jeu. Donc finalement, quand on parle de burn-out parental, il y a vraiment plein de choses à considérer. En fait, on va parler de facteurs de risque. Donc on a d'une part les facteurs de risque et les facteurs protecteurs et en fait le burn-out parental, mais le burn-out de façon générale, en fait là on vous distingue différents types de burn-out, mais finalement il y a des caractéristiques communes à chacun d'eux, mais il y a aussi des caractéristiques qui vont les distinguer. Là dans le burn-out parental, c'est surtout que le burn-out va surtout toucher la sphère familiale. Donc c'est vraiment le rôle de parent qui provoque un épuisement et finalement quand on change d'environnement, cet épuisement n'est plus là. Donc c'est à partir de ce moment-là où on peut dire qu'on est vraiment dans un burn-out parental. Donc par rapport à ces caractéristiques, il y a plusieurs caractéristiques à considérer dans le burn-out parental. Il y a déjà les éléments relatifs aux parents, donc tout ce qui est parentalité et les caractéristiques à proprement parler du parent, c'est-à-dire tout ce qui est personnalité, tout ce qui est fonctionnement émotionnel. Après, on a aussi les éléments de l'ordre du système familial, donc c'est-à-dire, cette fois, c'est les interactions au sein de la famille, donc c'est-à-dire les interactions entre le couple, les interactions entre le parent et l'enfant, mais aussi tout le système de valeurs éducatives qu'il peut y avoir entre les parents. Est-ce qu'ils sont en cohérence par rapport à ce qu'ils souhaitent vis-à-vis de l'enfant? Et après, on a les autres systèmes extérieurs et ce qu'on appelle les autres systèmes extérieurs, c'est justement, dans comment dire, dans quel contexte éducatif ont vécu les parents, dans quelle culture est-ce qu'ils s'inscrivent. Parce que voilà, on sait aussi qu'il y a pas mal de différences entre les cultures qui sont plutôt dites individualistes, où on va vraiment, donc c'est un peu la culture européenne, quoi, le fait de devoir être soi-même toujours bien, etc. Alors qu'il va y avoir d'autres cultures qui vont plutôt être dites très sociales, et c'est-à-dire on va plutôt être dans ce partage, dans le fait d'être dans la collaboration. Ça aussi, ce sont des facteurs à considérer. Donc, on peut passer la slide suivante. Alors donc du coup, par rapport à tout ça, donc globalement, ce qu'on sait par rapport à ces caractéristiques-là et finalement déjà des facteurs de risque, ce qu'il peut y avoir, bon, c'est des études qui ont été faites, qui ont mis en évidence certains résultats, mais qui sont voilà, toujours, c'est un champ de recherche qui est assez récent. Donc les résultats, voilà, sont aussi à considérer, avec prudence. Mais en tout cas, ce qui peut être déjà relevé, c'est que finalement, on dit que le sexe féminin est surtout associé à plus de risques de burn-out et aussi un niveau d'éducation élevé. Donc là, en général, c'est aussi très socio-dépendant, puisque finalement, voilà, au niveau familial, le plus souvent, c'est qu'on va déléguer des charges au niveau du foyer, au niveau des enfants aux femmes, ce qui fait qu'il va très rapidement aussi y avoir ce sentiment de surmenage. Après, le niveau d'éducation élevé, c'est surtout associé au fait que les personnes qui vont avoir un niveau d'éducation élevé, alors les recherches estiment que c'est des personnes qui vont souvent plus, se renseigner, se documenter et finalement ce sont les caractéristiques d'avoir toutes ces connaissances, tout ce savoir sur comment être un bon parent, comment bien faire les choses, qui va mettre en fait une forme de pression sur les parents et générer
ce sentiment-là de d'épuisement, en fait, au fur et à mesure. Après, ce qui est beaucoup plus important, c'est les caractéristiques de personnalité du parent. Donc sans forcément relire ce qu'il y a sur les slides, hein, parce que c'est des choses que vous aurez. Le facteur important, finalement, au niveau de la personnalité du parent, c'est comment est-ce que lui investit les relations? C'est-à-dire comment est-ce qu'il va gérer ses propres émotions? On va parler, par exemple, de neuroticisme, donc c'est un trait de personnalité, qui regroupe, en fait, cette tendance à exprimer ou à ressentir des affects négatifs. On appelle négatifs, c'est tout ce qui est anxiété, dépression, tristesse. Et en fait, voilà, on sait que, des personnes ou, enfin les parents qui vont avoir tendance à avoir ces émotions-là, vont être beaucoup plus à risque de burn-out parce qu'il va y avoir comme ça ce filtre, d'analyse des situations qui va très rapidement générer de la rumination et empêcher, finalement de trouver de nouvelles stratégies. Après, il y a aussi tous ces éléments qu'on appelle le perfectionnisme dysfonctionnel, qui touchent aussi directement à ces caractéristiques de toujours être dans, «Je dois y arriver, si j'y arrive pas, c'est que je suis nul, c'est que j'y arriverai jamais». Donc on voit comme ça qu'il y a il y a que ces éléments d'ordre de persévération, de rumination qui finalement, voilà, empêchent, la personne de faire vraiment de son mieux. Après toutes les choses au niveau psychosocial, c'est pareil. Là, on va plutôt être dans la manière d'interagir avec l'enfant. Donc, là, le plus souvent, les choses qui vont être associées, à ce burn-out parental, c'est le fait d'avoir du mal à être dans des interactions dites, positives avec l'enfant. C'est-à-dire, des parents qui vont pas trop savoir comment interagir avec l'enfant ou qui vont être plutôt maladroits, qui vont avoir du mal comme ça à être dans des choses du type, valorisation, ou encore avoir du mal, par exemple, à comprendre l'enfant, à bien identifier les choses, à pouvoir, repérer ses émotions, gérer ses émotions. Donc c'est-à-dire, voilà, quand il y a des moments de colère, des moments de tristesse, le parent, il est un peu confronté à cette situation, il a du mal à la gérer, il peut se sentir, voilà, frustré. Finalement, il va pas réussir à trouver comment, être dans cette situation-là et hop, ça va générer un sentiment comment dire? Voilà, d'incapacité parentale. Le parent va se dire: «Je suis incapable». Donc après, par rapport toujours à ces facteurs de risque, donc on a aussi le fait, voilà, les enfants qui ont plusieurs troubles. Donc voilà, le fait, par exemple, d'avoir, un TDAH, un trouble du spectre de l'autisme, ou d'autres maladies, hein, des maladies, qui touchent plutôt, la motricité ou l'autonomie, fait aussi, voilà, en tant que parent, ça va rajouter de la charge et on peut limite être, là, dans un rôle d'aidant qui va pareil pouvoir, rendre les choses plus compliquées. Puis après, pareil, sans revenir sur les choses, mais au niveau du couple et de la parentalité, c'est globalement pareil. Ça renvoie à tout ce qui est l'interaction en fait au sein du couple, au sein des enfants, et le fait de trouver une certaine cohérence dans la manière de mettre en place l'éducation des enfants. Donc, c'est-à-dire s'il va y avoir un parent qui va être plutôt souple et un parent qui va être plutôt strict, bah, les deux valeurs éducatives vont s'affronter. Et c'est vrai que ça aussi, ça va générer un peu une incohérence qui va à la fois agir sur l'enfant, mais à la fois agir sur la communication au sein du couple et pouvoir générer aussi ce sentiment d'inefficacité. Donc, finalement, en fait, par rapport à cette idée de burn-out, donc là, Mathieu, vous avez, présenté dans son schéma les différentes étapes aussi, hein, qu'il peut y avoir par rapport, à ce surinvestissement. Donc globalement, c'est à peu près les mêmes caractéristiques aussi dans le burn-out parental. Il va aussi y avoir ce moment où, avant le burn-out parental, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir vraiment par définition, c'est qu'on ne peut pas être en burn-out parental si on n'a jamais aimé ses enfants, si on n'a jamais, comment dire, eu envie de les avoir, et cetera. En fait, il faut vraiment que de base, il y ait ce surinvestissement, ce surplus d'énergie qui soit déployé. Donc c'est vraiment une des premières étapes, qui est voilà, ce surinvestissement parental et on retrouve souvent dans le discours des parents, voilà, je dois être le meilleur, je dois faire mon maximum pour que mon enfant soit heureux, pour qu'il ait une belle éducation, pour qu'il ait une belle vie. Et donc là, on retrouve, voilà, on peut retrouver à la fois l'histoire personnelle des parents qui jouent là-dedans. Je veux surtout pas leur faire revivre ce que j'ai vécu dans mon enfance parce que c'était horrible. Ou alors, il faut absolument que je leur fasse revivre la magnifique enfance que j'ai eue. Il y a aussi la culture, hein, le fait que voilà, il y a plein de livres hein, qui vont sortir, comment bien élever son enfant, les 5 étapes pour être sûr que son enfant soit bien développé. Enfin voilà, le fait d'avoir accès à des ouvrages comme ça, va justement pouvoir générer une forme d'anxiété. Et après, bah, finalement, il y a la personnalité du parent qui est aussi là-dedans. Bah, finalement, le parent, déjà de base, comment est-ce qu'il fait pour gérer ses propres émotions? Comment est-ce qu'il fait pour les repérer? Comment est-ce qu'il fait pour discuter, pour dialoguer avec les autres? Finalement, il y a déjà tous ces éléments-là qui rentrent là-dedans. Donc il y a cette première étape, voilà, de surinvestissement où le parent, voilà, il a cette pression, cette volonté d'être parfait. Et après, à un moment donné, de cet épuisement vient ce qu'on appelle cette étape un peu d'ambivalence. Et finalement, c'est là le parent, il a mis en place plein d'efforts, il met en place plein de choses et ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est-à-dire que, le parent va faire, tout son possible pour que l'enfant, la cuisine qui soit faite soit parfaite, que la chambre, elle soit décorée,
parfaitement au goût de l'enfant et là, l'enfant, il va être là: «Non, j'aime pas, ça me plaît pas, ce que tu fais, c'est dégueu». Et donc là, bah, ouais, le parent, il va être là, c'est la fameuse balance et finalement, OK, j'ai mobilisé tous les efforts, je me suis grillé, je j'ai pas pris de vacances, je bosse moins, je fais tout pour mon enfant et finalement, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai rien. Donc là, on commence à avoir un peu cette ambivalence de, bah, ça va pas trop et après ce qui est assez caractéristique dans le burn-out parental, c'est qu'en fait, il y a pas forcément ce décours temporel, tel qu'on peut le voir avec la flèche. En fait, il va y avoir beaucoup de va-et-vient entre, le surinvestissement, l'ambivalence. Donc en fait, le parent, il va y avoir souvent des petits moments de pause, c'est-à-dire, ce moment d'ambivalence, OK, des fois, il va être un peu, stoppé parce que, je sais pas, l'enfant, par exemple, part en vacances, l'enfant va à l'école, il y a ces petits moments de répit et après, hop, il revient, poum, on se remange de nouveau tout et en fait, il y a ce va-et-vient qui fait que le burn-out parental va être très insidieux, très sournois dans son apparition et voilà, c'est une des caractéristiques et puis après, on a justement l'étape de frustration. Bah, là, c'est finalement quand le parent se rend vraiment compte que finalement, là, à tout ce qu'il a mis en place, bah, ça marche plus du tout et là, il commence justement à y avoir cette entrée dans le burn-out parental. C'est vraiment quand le poids des efforts mobilisés et les résultats obtenus par le parent ne correspondent pas du tout aux attentes. Là, on entre vraiment dans le vif du sujet, donc le burn-out parental. Donc du coup, au niveau du burn-out parental, à nouveau, c'est aussi des caractéristiques qui sont sensiblement identiques à celles qui peuvent être retrouvées dans le burn-out professionnel. Il va y avoir cette première phase d'épuisement. Ça va être le parent qui va avoir dans son discours: «Bah, je sens que j'agis, en tant que parent automatique». Genre, je réponds qu'aux besoins physiologiques de mon enfant, je le nourris, je lui fais à manger. Voilà, c'est le quotidien se ressemble, les jours, passent, il y a pas de voilà, c'est comme ça, je fais le strict minimum, voilà. Il y a cette étape d'épuisement. Donc là, on est vraiment dans l'épuisement, émotionnel, physique, ça peut être même douloureux déjà à ce moment-là. Après, cette étape de distanciation. Donc vraiment cette étape-là, comme c'est écrit, hein, c'est, par exemple, le parent qui va dire: «J'arrive plus à m'investir avec mes enfants. Je me mets à distance pour me protéger». Donc là, on est vraiment dans ce conflit, hein, entre, le parent, il aime son enfant, ça, le burn-out va jamais enlever l'amour du parent envers son enfant, ça c'est pas il va plus l'aimer, mais c'est en fait, le parent, il a besoin de vacances de son enfant. C'est genre: «Ouais, là, j'en peux plus, il faut que je fasse un break». Et donc du coup, bah, le parent, il va par cette distanciation se protéger. Donc là, à nouveau, c'est un mécanisme normal, hein, finalement, c'est il commence à y avoir des choses comme ça qui épuisent, il y a des affects négatifs qui commencent à se mettre en place, donc voilà, on essaie de se protéger. Après, il y a surtout, et ça c'est hyper important dans le burn-out parental, c'est le contraste. C'est là le parent qui va dire: «Je ne me reconnais plus dans mon rôle de parent». C'est, j'ai jamais été comme ça en fait. Au départ, je faisais tout pour mon enfant, je riais tout le temps, je faisais plein de trucs et là, en fait, maintenant, bah, je me surprends à lui mettre une claque ou je me surprends, heu, à à le rejeter. Il veut un câlin, je peux plus, je j'ai pas envie, ça je peux plus, et ça, c'est assez prenant, hein, et c'est donc on voit vraiment qu'il y a ce changement, il y a tout cet épuisement, toute cette protection qui se met en place qui génère un contraste et après enfin il y a voilà, la perte de plaisir. Donc là, ça va être le parent qui va vraiment dire: «J'aime mes enfants mais je veux plus les voir, j'en peux plus et en même temps, bah, j'ai honte de ressentir ça parce que je l'ai, mais je veux pas qu'ils viennent, je veux pas de contact physique, je veux juste être tranquille» et après justement, il va y avoir cette culpabilité, cette honte et c'est souvent à partir de ce moment-là, où il y a vraiment cet aspect émotionnel qui est touché, où on est dans cet émoussement, il se passe plus grand chose, mais qu'il peut y avoir justement certains comportements que le parent va commencer à avoir et qui le surprennent. C'est là où il peut y avoir alors, je ne vais pas dire maltraitance, mais il peut y avoir voilà, des gestes qui se perdent, des paroles, mais parce que voilà, le parent en fait était vraiment épuisé à ce moment-là. Donc, finalement, à cette étape-là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là on peut passer à la slide suivante. Donc, après, finalement, là, qu'est-ce qui se passe? En général, c'est le parent qui va venir en consultation et dire: «Là, en fait, il faut prendre en charge mon enfant parce que, à la maison, ça va plus. C'est c'est plus possible», donc bon, je suis surtout spécialisé dans le TDAH, donc le plus souvent, moi, les parents que je vois, c'est des des parents d'enfants qui ont soit un trouble du spectre autistique, soit un trouble déficit de l'attention avec sans hyperactivité, soit un trouble opposition avec provocation. Et voilà, les parents, c'est ça, c'est bien, il faut que mon enfant soit pris en charge. Et donc là, ce schéma, il est super. C'était un schéma que Sébastien Horard avait fait lors d'une première formation à laquelle j'avais assisté sur le trouble de l'opposition et de la provocation, justement. Et cette métaphore du masque d'oxygène en avion est juste top. Et finalement, ouais, mais en fait, quand les parents sont là, c'est OK, oui, peut-être il faudra prendre en charge votre enfant, mais d'abord, il faut vous prendre en charge vous.
Parce qu'en fait, tout ce que moi je vais pouvoir vous proposer en tant que professionnel, ça marchera pas parce que, vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir le mettre en place. Donc en fait, au départ, il faut gérer ce dont vous, vous souffrez éventuellement et ce dont vous souffrez éventuellement, bah, c'est un burn-out parental et il faut justement prendre en charge tout ça. Et donc du coup, comment est-ce qu'on prend en charge, ce burn-out parental? Je me permets Il juste de c'est faire une une connexion, parenthèse, en fait. J'allais faire la transition des diapos. Je me permets de faire une parenthèse parce qu'effectivement, cette métaphore-là, moi, je l'ai aussi entendue, en fait, dans mon cas à moi, où on me disait, mais quand on est psy et qu'on va pas bien, il faut d'abord se mettre le masque à soi, prendre un arrêt de travail, prendre une pause, prendre son temps, se soigner, etc., avant d'espérer imaginer reprendre, enfin, re-accompagner dans les meilleures conditions les personnes qu'on accompagne, du coup. Donc c'est une métaphore que j'ai déjà beaucoup entendue dans le monde du soin. Voilà, je te laisse reprendre le cours des événements. non, non, mais de toute façon, je pense que c'est une bonne métaphore pour tout, hein, finalement. C'est vraiment, ce côté, OK, mais pour avancer, il faut d'abord, c'est pour ça finalement, le fait de bon, on va pas rentrer dans ce débat, dans ce débat, mais le fait, par exemple, de diaboliser la dépression, OK, c'est une maladie psychique, il y a beaucoup de symptômes, mais finalement, en fait, il faut aussi en tirer quelque chose de ce trouble quand il apparaît. C'est qu'est-ce qui m'apprend, qu'est-ce qui se passe? Et le fait de pouvoir vivre, on va pas enfin, je vais dire, vivre pleinement sa dépression, on vit sa dépression, ça permet aussi de donner du sens à quelque chose et après on apprend quelque chose de ça et après on peut rebondir. Mais c'est vrai que le plus souvent, il faut pouvoir un peu, je veux pas dire qu'il faut y être confronté, mais il faut en fait comprendre un peu pourquoi c'est venu, dans quel contexte c'est venu pour pouvoir justement après, en lui ayant donné du sens, avancer. Et c'est vraiment ça le truc qui est super important, c'est en fait, il faut l'écouter. C'est comme par exemple quand on est en train de courir un marathon et qu'on commence à avoir une crampe au niveau du mollet, avant de s'arrêter, on écoute un peu son corps, on se dit, «OK, est-ce que la crampe elle va, est-ce que là je sens que ça va déchirer mon muscle? Est-ce que je sens que je peux encore avancer? C'est juste mental?» Donc on interroge un peu le truc et après ouais, quand on le sent, on arrête et du coup on a appris quelque chose parce qu'on s'est bien focalisé sur ce truc-là. Et finalement, dans un trouble psychique, c'est globalement la même chose. C'est on s'y confronte un peu, on regarde, et qu'est-ce qu'on apprend de ce truc-là et OK, après, OK, j'ai appris un truc. Du coup, bah, on va tenter le truc et je vais avancer pour, pour essayer justement encore mieux de comprendre et de m'aider derrière. Donc là, ça rejoint tout à fait tout ce qui est la thérapie ACT, l'acceptation et l'engagement, et toutes ces choses-là, donc voilà, grosse parenthèse. Et je te passe du coup les Donc diapos sur les prises en charge. ouais, super. Donc finalement, quand on arrive à ce moment-là où on dit aux parents: «Bah, vous peut-être que vous avez un burn-out parental», bah, nous, en tant que professionnels, on doit avoir ce qu'on appelle une considération positive inconditionnelle. Ça, c'est un mot hyper technique, hyper barbare. C'est juste dire, en fait, on écoute, on juge pas, on dit pas: «C'est bien, c'est mal», mais en même temps, on cautionne pas. C'est-à-dire que enfin, on cautionne pas, c'est-à-dire, certaines choses qui sont dites, hein. C'est-à-dire, par exemple, le parent qui va, pouvoir dire, «Je vais des claques, à mon enfant parce que j'en peux plus». En soi, on a une considération positive inconditionnelle, c'est-à-dire, OK, on écoute ça, OK, s'il se passe quelque chose, d'accord, OK, il y a aussi une souffrance, donc voilà, je peux bien le comprendre. Mais en même temps, effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément cautionner. Voilà, cet aspect violence, et cetera, on ne peut pas le cautionner. Mais en tout cas, c'est à écouter et c'est justement le but, c'est de déstigmatiser le parent et qu'il puisse vraiment libérer sa parole. C'est vraiment ça le plus important. Donc dans tout ça, dans un burn-out, parental, mais aussi un autre burn-out, comme l'a dit Mathieu, il y a ce diagnostic différentiel qui est hyper important. C'est, est-ce qu'on est face à un trouble dépressif ou un trouble anxieux généralisé? Donc là, bon, c'est des choses assez techniques à faire, mais c'est à nous à faire ce travail sur le plan clinique, c'est-à-dire vraiment distinguer, est-ce que c'est dans tout qu'il y a ces choses-là ou est-ce que c'est dans des choses très distinctes et qu'on peut vraiment l'attribuer à un burn-out. Après, avec le parent, on va essayer de travailler sur le repérage des facteurs de protection. C'est-à-dire, est-ce que le parent, il a un perfectionnisme justement qui est adapté ou qui est inadapté. Ce perfectionnisme adapté, c'est plutôt finalement, ben, on veut atteindre un idéal de soi, on veut atteindre des objectifs très hauts, mais on sait globalement qu'on ne peut pas forcément les atteindre et on arrive limite à se suffire quand on a des petites victoires à faire. Alors que le perfectionnisme, comment dire, inadapté sera plutôt, bah, voilà, c'est se placer la barre super haut et vraiment avoir du mal à tenir ses engagements et derrière, bah, ça génère, «Je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est pas la peine, j'arrête, stop», voilà. C'est un peu ces éléments. Après on peut aussi repérer, est-ce que le parent peut avoir de la bienveillance envers soi? Est-ce que son réseau social, il est disponible? Est-ce que voilà, la personne va pouvoir trouver de l'aide auprès de proches, auprès de famille? Heu
auprès de différents professionnels. Après, on peut travailler aussi sur repérer, comment est-ce que la personne va gérer son stress, aussi réguler ses émotions. Et ensuite, le travail qui sera important à faire, c'est justement travailler sur ces facteurs de risque. Donc travailler sur les facteurs de risque, c'est travailler sur les différents éléments. En fait, les facteurs protecteurs, c'est justement comment est-ce que la personne va bien pouvoir mobiliser ses différentes compétences et travailler sur les facteurs de risque. C'est justement quand ces éléments de facteurs de protection sont dysfonctionnels, c'est-à-dire soit ils fonctionnent mal, soit ils sont difficiles à mobiliser par la personne, bah, on l'aide en fait à travailler dessus pour l'accompagner là-dedans. Donc finalement, ce sur quoi on peut aussi travailler dans le cadre du burn-out parental, c'est justement travailler sur le soutien social, parce que c'est super important pour le parent d'avoir ce lien. Travailler sur, soit au niveau du conjoint, hein, c'est-à-dire vraiment, voilà, si par exemple dans le cas du burn-out parental, on se rend compte que c'est le conjoint, entre guillemets, c'est la faute du conjoint parce que la personne ne va pas forcément faire les choses, etc. On peut repérer ce point-là et travailler sur, bah, comment le conjoint peut s'impliquer plus, peut s'impliquer davantage pour améliorer à la fois le couple et améliorer aussi les choses au niveau familial et au niveau parental. Donc là, les choses voilà, auxquelles il faut être quand même assez attentif, c'est voilà, le but, c'est pas non plus de surcharger le conjoint parce que finalement, si par exemple, lui ne le fait pas, c'est peut-être que c'est difficile, peut-être que ça génère aussi une charge mentale importante et si on lui demande tout de suite d'un coup, ça risque aussi, par exemple, chez ce parent-là, de générer un burn-out parce que bah, il va faire trop de trucs et du coup, ça va le griller derrière. Donc c'est vraiment un travail progressif qu'il y a à faire et c'est aussi travailler sur ses compétences de coparentalité. Donc c'est-à-dire, voilà, essayer de travailler un peu sur l'hygiène du quotidien, pouvoir aider à gérer les routines, à gérer vraiment le quotidien ensemble pour pouvoir voilà, vraiment agir à ce niveau-là, au niveau du couple. Après, ce sur quoi il faut composer aussi avec le burn-out parental, et c'est ça aussi qui est difficile pour les parents, c'est on peut pas avoir un arrêt de travail pour les enfants. En gros, on a des enfants, bah, on a des enfants. On peut pas, entre guillemets, fuir l'environnement, on y est confronté. Donc finalement, là, ce sur quoi on peut travailler, c'est justement la gestion du stress, la gestion des émotions. C'est toujours, voilà, pratiquer ce principe de bienveillance envers soi, c'est-à-dire, OK, on n'est pas un parent parfait, mais qui dit qu'il faut être parfait? OK, il y a les livres, sur, comment être un bon parent en 5 semaines, voilà, peut-être, mais bon, finalement, ce livre-là, il n'a pas votre histoire, il n'a pas, vos compétences, voilà, c'est très théorique. Donc finalement, le but, c'est d'être bienveillant envers soi et bah, OK, ce que je fais, c'est du mieux que je peux le faire, donc voilà. C'est des choses que je peux garder et après, éventuellement, dans les cas, plus sévères, heu, où il y a vraiment une souffrance au niveau parental, donc peut-être des idées suicidaires, des idées noires, ce serait l'hospitalisation. Mais en fait, là, le souci qu'il va y avoir, au niveau des hospitalisations, c'est que finalement, il n'y a pas de service adapté au burn-out parental. Donc quand vous allez vous faire s'il y a une hospitalisation qui est prévue, là, vous allez aller aux urgences psychiatriques, c'est-à-dire avec les personnes qui vont avoir, bah, des troubles, par exemple, schizophrénie, qui vont avoir des troubles de la consommation d'alcool, donc les mélanger un peu avec tout le monde et voilà, les soins qui vont être apportés vont être, voilà, très, alors je ne veux pas dire primaires, mais limite quoi, ça va être, voilà, on répond vite aux besoins et après, bah, une fois que l'urgence est passée, hop, on va passer sur, on continuer le suivi ailleurs. Bon, en tout cas, voilà, donc l'idée après pareil serait d'agir aussi à ce niveau-là, hein, pouvoir guider ces personnes. Après, il peut y avoir aussi un travail sur soi. Donc voilà, modifier, l'idéal de soi, aussi revoir, l'écart qu'il peut y avoir parce que le principe du burn-out, c'est aussi quand nos objectifs sont là et finalement ce qu'on peut faire, c'est là. Bah, cet écart-là, génère une charge mentale et aussi un risque de burn-out et le fait de reniveler un peu tout ça et les mettre, alors c'est sûr que les mettre vraiment ex aequo, c'est difficile, mais au moins essayer de pouvoir, réduire un peu cet écart ou alors carrément travailler sur la manière dont on perçoit ses objectifs. Parce que, OK, peut-être qu'on peut garder nos objectifs là, mais le fait de se dire: «Bon, bah, si c'est pas atteint, c'est pas grave, je me contente des petites victoires que je peux avoir». Et après le truc hyper important, c'est voilà, travailler sur le plaisir. C'est vraiment, cette émotion qui va permettre de renouer, avec, la relation avec l'enfant, renouer, la relation avec le conjoint, renouer la relation avec le quotidien pour pouvoir vraiment avoir cet élément-là au niveau du domicile. Finalement, qu'est-ce que moi je peux dire par rapport à ça pour, juste un mot de la fin? C'est, au niveau du burn-out parental, donc il y a des éléments, enfin voilà, il y a des éléments similaires avec les différentes autres formes de burn-out. On reste dans de l'épuisement émotionnel, physique, perte de plaisir, mais voilà, ça va toucher spécifiquement la sphère familiale.
Le but dans tout ça, c'est que voilà, ce burn-out parental va être d'autant plus tabou parce que, on peut entendre au niveau familial le culte du parent parfait et cetera, fait que les parents vont avoir, vraiment du mal à pouvoir communiquer autour de ça. Le but, c'est voilà, c'est essayer vraiment, si vous voyez des personnes qui sont en difficulté de ce type-là ou si vous l'êtes vous-même, c'est rapprochez-vous de professionnels qui peuvent justement avoir cette écoute bienveillante et qui peuvent vraiment, vous guider au mieux, dans ces éléments. Voilà, ce serait simplement ça et vraiment que vous soyez vous aussi à l'aise et que vous vous sentiez vraiment, dans un contexte bienveillant. C'est vraiment ça le plus important. On a justement quelqu'un dans le chat qui disait qu'elle était en train de traverser ce genre de situation, donc un burn-out parental et au niveau professionnel aussi. Du coup, j'espère qu'on aura pu fournir des pistes, des débuts de solutions, peut-être des choses pour aider à dénouer tout ça. En tout cas, beaucoup de courage à vous qui nous suivez du coup et qui traversez ce genre de situation. Je passe peut-être la parole à Mathilde du coup. Alors, hop, je J'espère que j'ai pas été trop long. parle le micro. Non, non, t'inquiète pas. Non, ça Alors, va. moi, j'espère que jusqu'à présent, ce webinaire se passe bien pour tout le monde. Je vais encore vous demander une petite dizaine de minutes pour faire un petit peu ma partie. Donc moi, maintenant, je vais me concentrer sur le burn-out étudiant. Donc c'est un sujet qui me paraissait pertinent dans le sens où moi, j'ai arrêté mes études il n'y a pas si longtemps que ça. Au final, hein, j'étais diplômée l'année dernière, en été dernier. Et j'ai moi-même, je me suis reconnue dans des symptômes de burn-out en 2018-2019. Je vais un peu raconter ma vie, mais en fait, j'ai fait un Master 2 sur 2 années. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir tant un spécialiste qui intervient, mais aussi une personne qui a connu de quoi elle parle. Et c'est pour ça que s'il y a des étudiants qui nous écoutent ce soir, si vous vous reconnaissez un petit peu dans le schéma que Mathieu Serbet a pu un peu parler par rapport au burn-out professionnel, parce que finalement les symptômes sont les mêmes, hein, qu'on soit étudiant ou professionnel. Enfin, j'espère aussi que ça vous donnera un peu des clés et que ça débloquera certaines choses. Alors, donc le burn-out, quand il est spécifique aux étudiants, en fait, ça peut vraiment venir de beaucoup de facteurs, mais je pense que la base qu'il faut poser, c'est que finalement, être étudiant, c'est pas simple. C'est une période de vie où généralement on connaît un peu plein de premières fois. C'est l'indépendance, il faut un petit peu se gérer soi-même, se responsabiliser dans ses études, et en même temps, il faut aussi penser à avoir une vie sociale. Enfin, il faut commencer un peu à penser à tout. Donc c'est pour ça que l'étudiant, il n'est pas du tout à l'abri de l'épuisement. Donc, et puis je dis épuisement pour burn-out, hein, vu que c'est ce qui caractérise un petit peu cette spécificité. Et du coup, la relation d'études, en fait, ce qui poserait problème, ce serait la relation qu'a l'étudiant avec ses études. Donc, c'est pas en soi vraiment les études, le problème, c'est plus sa manière de comment il gère avec tout cet aspect lié à la fois à l'environnement, mais aussi personnel, que je développerai un peu plus tard. Et en fait, oui, comme on en a déjà discuté, mais le principal danger, c'est que ne pas se rendre compte de sa dégradation, donc de son état, parce qu'en soi, on se connaît. Généralement, le corps, il envoie des signes, surtout avec l'anxiété, il nous dit que voilà, ça va pas, stop. Mais on peut très bien ignorer ces signes et se dire, oh bah non, je fonce quand même. Mais voilà, c'est pas la chose à faire parce que forcément, s'acharner, on va penser au début qu'en fait ça va, on gère et finalement le corps finit toujours par nous rattraper en fait. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours ce risque d'arriver un peu à un stade, pas de non-retour, mais plus on prend du temps à se rendre compte que ça va pas et à se prendre en charge. Encore un message qu'on n'a pas arrêté d'en parler, mais plus on attend et plus ça peut être vraiment compliqué. Donc dès le début, il faut pouvoir s'écouter et aller chercher de l'aide. Alors voilà, moi j'ai illustré un peu ce cercle vicieux qui peut faire peur, mais j'ai aussi connu, donc en fait, on démarre avec un état d'anxiété parce que les études finalement, il faut penser à plein de choses. Il y a des examens à préparer, il y a des cours à suivre, peut-être qu'on n'arrive pas à tout faire parce que je pense aux étudiants qui doivent avoir un job. C'est assez fréquent, mine de rien. En plus, là, la période du Covid, j'ai pas trop envie de m'attarder sur ce sujet, mais dans la presse, on n'arrête pas de voir que voilà, les étudiants sont à bout, les étudiants vont mal, la santé mentale s'est dégradée. Forcément, il y a un impact. Et l'aspect économique n'est pas du tout à minimiser.
Donc en plus, il y a encore l'aspect économique, que l'étudiant il a du mal à suivre, voilà, tout ça, ça peut vraiment générer un terrible. Et la baisse de la performance va forcément jouer. Donc l'attention, la concentration, on va peut-être moins être motivé aussi, puis on va se demander peut-être pourquoi est-ce qu'on fait ces études, est-ce qu'on a vraiment envie de les faire, et toutes ces petites questions vont être de plus en plus intenses et vont remettre peut-être plein de choses, on va être dans une crise existentielle, enfin moi je suis passée par là en tout cas. Et le moindre échec va commencer à être vraiment, vraiment très dur. Donc ça peut vraiment être des choses très simples. On va pas réussir à se lever un matin pour aller en cours, on va se dire bah non, je suis nulle. Ou alors on va avoir des notes pas suffisantes. Par exemple, pour les étudiants en licence qui doivent postuler à des masters très sélectifs, ben voilà, la moindre note sous la moyenne peut se dire ah ben non, je vais pas avoir de master, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, tout ça, ça va encore plus conduire à l'épuisement, parce que forcément, plus on se pose de questions, on s'angoisse, c'est extrêmement épuisant pour le cerveau. Et ensuite, pour récupérer, parce que c'est quand même l'objectif, recharger les batteries, un petit peu reprendre de l'oxygène, si on reprend un peu la métaphore de tout à l'heure, ben, ça demande du temps, ça demande un peu de déconnecter. Et si on ne le fait pas assez vite, ben, voilà, ça va demander encore plus de temps. Et finalement, on replonge dans cette boucle, on replonge dans l'anxiété et ça ne s'arrête jamais. Donc le but, c'est d'aller un petit peu au-delà de cette boucle parce que heureusement, des solutions existent quand même. Donc les facteurs donc, propres aux étudiants, donc j'en ai un petit peu pioché par-ci par-là dans la littérature. Je suis allée un peu du côté Québec et belge, mais aussi un peu française, mais vraiment, il n'y a pas encore beaucoup d'études. Hein. Déjà que le burn-out, ça a l'air d'être un petit peu compliqué à mettre en place d'un point de vue professionnel. Niveau étudiant, il y a quelques thèses qui sont très spécifiques, par exemple aux étudiants en soins. Je pense que c'est lié à pas mal d'étudiants. Les études de médecine, en général, sont considérées comme assez pointues, difficiles. Il y a du décrochage, il y a des réorientations, il y a aussi des situations plus délicates d'un point de vue dégradation mentale. Mais il y a aussi tout ce qui est lié aux soins, à les études d'infirmiers, aussi à l'éducation et à tant d'autres que j'oublie sans doute, qui sont peut-être moins représentatives, en tout cas qu'il y a eu moins de travail par rapport à ça. Donc si on peut retenir deux grandes catégories de facteurs, ce seraient les facteurs situationnels. Donc il peut arriver que l'étudiant il ait une mauvaise gestion du temps et des tâches et qu'il va accumuler du retard. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'apprend peut-être pas forcément à comment s'organiser. La fac, généralement, c'est un environnement où tout se chamboule. Il faut commencer à faire son propre planning, s'organiser dans ses révisions. Donc c'est comme dit, c'est encore un job ou d'autres activités à côté. Et ça peut vraiment être complexe. Et par rapport à ça aussi, ça peut générer de la culpabilité. Parce que typiquement, moi, ça m'est arrivé qu'à chaque fois qu'on me proposait une sortie ou alors c'est pas prévu, par exemple, des choses basiques. On pouvait dire, tu viens boire un coup au bar et je viens boire un coup dans un bar et je me disais, en fait, non, il faut que je révise. Et en fait, le non s'accumule et finalement, je sors plus. Et je suis dans mes études et finalement, j'avance pas. Parce que je me disais, tête baissée, il faut que je fasse mes études. Mais en fait, très mauvaise stratégie. S'il faut retenir un truc, ne jamais négliger ces autres aspects dans la vie. Voilà, il faut comprendre que les études, ça peut être important. Mais c'est aussi... il y a d'autres choses à faire, mais voilà, faut pas s'enfermer dans la culpabilité. Généralement, c'est un mauvais départ. En tout cas, il faut réussir le plus possible à se laisser du temps, à pouvoir se pardonner, être bienveillant envers soi-même. Et ensuite, on peut aussi avoir la vie sociale qui peut être riche et active et qui accapare une grande partie du temps et de l'énergie. Parce que, en fait, idéalement, il faudrait avoir en effet cette vie sociale, active, faire des activités. Il ne faut pas non plus que ça, à contrario, que ça prenne le dessus sur les études. Si on s'engage trop, par exemple, ça peut être dans une association ou alors un club sportif ou plein d'autres exemples, peut-être qu'on va vraiment, pendant un moment, peut-être une semaine, on va rien faire au niveau de ses cours, on va replonger dans son cahier et se dire, en fait, il y a plein de choses qui vont pas, je comprends plus rien, je ne suis plus. Et voilà, ça aussi, ça peut être une grosse source d'angoisse. Et enfin, un point un peu difficile aussi, on peut avoir une maladie physique, mais je mettrais psychique aussi, qu'on a soi-même ou celle d'un proche. Il peut y avoir un parent ou quelqu'un qui est proche et du coup on va s'occuper de cette personne et c'est aussi un peu le risque de finalement accorder plein de temps pour aider cette personne-là et finalement moins soi-même. Et voilà, on a aussi vu ça, c'est bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre au final à long terme si
il y a cet épuisement qui prend le dessus. Ensuite, au niveau des facteurs personnels, on retrouve à nouveau le perfectionnisme. Donc, les étudiants qui sont un petit peu dans cette tendance, ils vont prendre en charge, par exemple, les travaux de groupe, les travaux d'équipe, ils vont positionner un peu en leader, ils vont peut-être un peu faire plus que les autres, sans qu'on leur dise rien, ça va être quasiment instinctif. Et ils vont voilà, vraiment se donner à fond. Et peut-être parce que eux, ils ont une attitude individuelle qui est très forte. Ils veulent, voilà, ils ont peut-être un besoin de reconnaissance, ils ont peut-être envie d'avoir la meilleure note possible. Donc ils vont se mettre une grande pression par eux-mêmes. Et en plus, ils peuvent la mettre par rapport au groupe, ce qui peut en plus envenimer des situations. Déjà que les travaux d'équipe, en tout cas les travaux collaboratifs, peuvent pas être évidents en fonction des promos. On ne connaît peut-être pas les personnes avec qui on est peut-être totalement en décalage. Voilà, déjà ça peut être pas du tout avantageux. Et ensuite, on a aussi les étudiants qui apportent une grande importance à la sphère études, dont j'en parlais tout à l'heure, totalement négligée, voilà, sa vie sociale, ça peut être prendre soin de soi, de souffler, on peut très vite s'oublier dans ces cas-là. Et enfin, les étudiants dévoués, en fait, la littérature a montré que ces personnes-là n'ont pas tendance à demander facilement de l'aide. Donc, en fait, c'est plus eux qui vont aider les autres, mais finalement, quand ils doivent s'aider eux-mêmes, bah là, il n'y a plus personne. Ils sont un peu moins bienveillants. Donc, voilà, pour les aspects personnels et situationnels. Du coup, quelques pistes de solutions pour un petit peu égayer tout ça. La littérature, elle conseille surtout au niveau situationnel de prévoir des temps de repos. Donc, par exemple, au niveau des études, on peut identifier les moments de la journée où on travaille plus efficacement. Donc, en fait, chacun a ses stratégies au final. Peut-être que certains ils sont plus du matin, certains ils sont plus de l'après-midi ou du soir, ou peut-être ils ont besoin des longues pauses, ou alors ils sont plus dans une technique de 15 minutes, l'attention est totalement sur une matière, après on fait 5 minutes de pause. Il y a vraiment plusieurs stratégies qui existent, heureusement. Les neurosciences ont pas mal contribué à ça, notamment. Et voilà, en fait ça permet de toute façon bien se connaître dans ses études, ça permet de toute façon d'adapter un horaire qui est plus équilibré et surtout plus réaliste. Parce qu'il y a aussi un souci, c'est qu'on veut vouloir tout faire, ou en tout cas, parfois le risque c'est de se mettre une to-do list et de se dire, bon voilà, cette soirée je fais ça, 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 et finalement on n'y arrive pas. Et en fait, dans mon cas, c'est pas rare que en tant qu'étudiante, je n'arrivais pas à accomplir tous mes objectifs de soirée. Et au bout d'un moment, il fallait que je me dise, en fait, c'est pas grave, autant faire ce qui me paraît peut-être. Moi, j'aimais bien commencer par ce qui était le moins amusant, parce que j'avais besoin de faire d'abord ce qui était le plus pénible pour moi et finir par des choses qui étaient plus agréables. Moi, c'était comme ça que j'avais fini par trouver un petit équilibre, voilà, en piste personnelle. Et sinon, il y a aussi reconnaître et accepter ses limites, tout simplement. En fait, un message fort ce soir, c'est que finalement, c'est un signe de maturité. Je sais qu'au niveau des cultures, au niveau de l'éducation, ça n'a pas pu être transmis de cette manière, où il faut être fort, il faut pas craquer. Mais en fait, non, vraiment, si vous savez dire non, ça impose le respect. Et dire non aux autres, c'est dire oui à soi. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le soi est plus important. Et enfin, il faut essayer de prévoir l'imprévu, mais autant que possible. C'est-à-dire, il y en a plein. Les imprévus, c'est un peu le but de la vie, c'est être entouré d'imprévus, plus ou moins graves, hein, évidemment. Mais il faut pouvoir se dire, garder dans un coin de sa tête qu'il faut avoir du temps libre, du temps de repos. Par exemple, se bloquer dans son agenda peut-être des choses toutes simples, c'est-à-dire 10 minutes où vraiment vous vous occupez que de vous. Ça peut être vraiment ce qui vous plaît, respirer ou aller se balader, une activité qui vous fasse plaisir. Et 10 minutes, ça paraît vraiment pas grand-chose, mais si on le met pas en place, on peut pas se rendre compte. Alors que si on est engagé activement à le faire, ça peut vraiment changer le cours des choses. Et sinon, au niveau des facteurs personnels, ce qui est un bon conseil, ce qui n'est pas forcément évident à appliquer, bien sûr, c'est relativiser. Voilà, les situations, que les études, ça peut être une montagne énorme à franchir et que finalement, c'est peut-être juste des petites collines à escalader, et voilà, avec de l'aide. C'est peut-être moins impressionnant que ça en a l'air. Apprendre à lâcher prise. Donc là encore, moi, je peux que conseiller des techniques de méditation, écrire dans un carnet. Moi, c'est ce que je fais toujours. Et aussi identifier ce qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler et les accepter, c'est pas grave.
il y aura toujours, voilà, mais ça fait aussi partie d'accepter l'imprévu au final. Je pense que les deux sont liés. Ensuite, on peut aussi explorer et se concentrer sur des activités de détente qui font du bien. Donc, ça peut être vraiment des choses mais très simples. Si vous aimez jouer d'un instrument de musique, pareil, prendre 10 minutes par soir, je pense que c'est pas compliqué, il faut pas lâcher. Si vous faites du sport, si vous aimez les activités artistiques, essayez vraiment de trouver quelque chose qui déconnecte au final des études, parce que on en a besoin, on peut pas être tout le temps concentré, que ce soit dans ses études, son travail, hein, ça rejoint au même, on n'est pas tout le temps, on peut pas tout le temps être à fond. Voilà, tout simplement. Et après, un conseil qui peut aussi paraître simple, mais qui peut être déjà efficace pour la plupart des personnes, c'est vraiment parler à son entourage. Mais quand je dis parler, c'est prenez des personnes de confiance, des personnes qui sont bienveillantes, que vous pensez qu'ils vous comprendront et ils pourraient voilà, exprimer vos ressentis. En plus, si ça se trouve, entre étudiants, ça peut être quelqu'un qui est autant en difficulté que vous, mais qui n'ose pas le dire. Donc en plus, si vous en parlez à d'autres étudiants, ils peuvent dire, en fait, moi aussi, ça va pas. Et si personne ne fait le premier pas, on ne saura jamais. Donc voilà. Si vous pouvez en parler, même si c'est qu'une seule personne, quelqu'un avec qui vous êtes proche, au niveau de binôme par exemple, mais aussi à des professionnels de santé, tout simplement. Finalement, c'est peut-être eux les mieux placés, en tout cas, c'est eux qui pourront vous orienter vers des organismes, vers des aides diverses et variées. Alors, sinon, plus spécifiquement, au niveau des études, vers qui se tourner, je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle des associations et des amicales étudiantes, mais après, je sais que ça dépend vraiment des filières, ça dépend des établissements, mais voilà, généralement, même si les personnes d'association sont peut-être pas forcément formées à accompagner les étudiants, parce que ça dépend vraiment de plein de choses, mais au moins ils sont là et ils sont là pas que pour faire des soirées ou distribuer des annales, ils sont généralement ouverts à l'écoute, au dialogue et aussi pourront déjà débloquer peut-être certaines choses. Donc ça peut être au moins une bonne piste pour commencer à parler à quelqu'un. Et sinon, vous avez tout simplement l'équipe pédagogique. Ça aussi, ça peut être peut-être impressionnant, ou alors vous n'êtes pas forcément à l'aise avec certains professeurs. Prenez un enseignant avec qui vous pensez que ça passera bien. Pareil, il y en a forcément qui sont dans la bienveillance et qui écouteront ce que vous avez à dire. Ça peut être un responsable de diplôme, ça peut être le responsable pédagogique, un responsable de mention, plein d'exemples. Et puis aussi, chaque université, de manière générale, a un service de santé universitaire. Donc, généralement, l'équipe, elle est pluridisciplinaire. Vous avez des infirmiers, des psychologues, des psychiatres. Donc, peut-être voir des rendez-vous avec eux. Et si vraiment, au niveau des horaires, ça ne matche pas forcément bien parce qu'ils peuvent être débordés ou être aussi dans leurs limites. Moi, je trouvais que c'était intéressant de parler des thérapies TCC parce que finalement, c'est ce que moi, j'ai fait, donc dans un contexte public en plus. Donc, j'ai fait pas mal de psychoéducation et groupé à la TCC, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi fait des groupes de parole. Donc, voilà, c'est pour ça que les conseils, je les ai vécus, je les ai appliqués. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Là, je vous parle des choses qui ont marché. Et en fait, les thérapies TCC, elles sont adaptées pour une fois que vous êtes engagé avec un professionnel, déjà de trouver des solutions pour réguler le stress. Parce que finalement, ça part souvent de là. Et d'aussi travailler vos croyances. Donc, par exemple, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, si vous pensez qu'il ne faut pas exprimer vos limites ou alors que vous êtes engagé dans des études mais vous ne voulez pas les faire, mais en même temps vos parents vous y ont poussé, hein, par exemple. Voilà, peut-être un peu retravailler là, travailler le sens que ça a pour vous. Et puis travailler l'estime de soi, parce que je pense que c'est aussi une caractéristique très importante. Donc, avoir une bonne estime, c'est un facteur en tout cas qui est prouvé sur le plan clinique, ça aide à se protéger en tout cas du stress, du burn-out et d'autres maladies, tout ce qui est lié à la santé mentale de manière générale. Donc voilà, moi je trouvais ça intéressant de conclure avec la petite fiche de Raptor Neuropsy pour les personnes qui sont peut-être pas à l'aise avec, au courant déjà de ce que sont les thérapies cognitivo-comportementales. Donc cette fiche a été réalisée avant que l'association ne naisse d'ailleurs, déjà quand le Raptor Neuropsy n'était qu'un site internet, qui est toujours un site internet, où toutes les fiches sont gratuites, elles sont vulgarisées, donc elles se veulent vraiment accessibles à tous.
Donc je pense que ça peut être un premier point d'entrée si vous voulez creuser en tout cas ce sujet-là. J'ai mis le lien dans la Donc voilà dans pour ce petit... dans le chat. J'allais Ah dire bah dans la nickel. Bah description par voilà, vous déformation YouTube, pouvez mais cliquer. dans le chat. Donc vous avez la fiche des TCC, donc c'est l'onglet soins et professionnels dans lequel vous avez déjà plusieurs choses qui sont expliquées, donc notamment les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales dont Mathilde vient de vous parler. Vous y retrouvez aussi tout ce qui est de l'ordre des traitements médicamenteux et de la remédiation cognitive, par exemple. Voilà, si vous voulez aller vous balader sur le site, il y a une petite barre de recherche, il y a plein d'onglets, je vous laisse aller voyager un peu dessus. Vous pouvez prendre toutes les fiches, tout est imprimable, partageable, etc. N'hésitez pas à vous servir. Eh bien, merci à tous les deux pour votre présentation, du coup. Hop. Alors, est-ce qu'on a si jamais on a d'éventuelles questions dans le chat, du coup, il n'y a pas eu de questions forcément qui ont émergé. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les poser. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas aussi à l'avenir à nous contacter pour poser des questions. On reste toujours dispo. Je vais vous partager aussi, hop, alors, et ben de rien, Psylinda qui nous dit merci. Donc je vous partage un questionnaire, c'est pour les personnes qui veulent des attestations. Si vous n'avez pas envie, pas besoin d'attestation de présence, ne vous embêtez pas à le remplir. Pour les autres, du coup, donc il y a deux, trois petites questions, hein, ça va vous prendre 30 secondes, une minute. Et puis nom, prénom et adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer les attestations de présence à ces webinaires, du coup. Donc je vous ai mis le lien, du coup. On nous demande combien de temps en général pour la période de récupération. Alors ça, je pense que... Alors c'est peut-être par rapport à ce que tu disais, toi, Mathilde, dans le cercle vicieux avec la période de récupération. Je sais pas si tu as eu des données, je pense pas qu'il y ait forcément de durée, ça dépend, j'imagine, de chacun. Bon. Alors du coup, comme je suis pas psychologue, moi personnellement, et je suis même pas sûre qu'un psychologue puisse répondre, mais j'ai envie de dire que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui peuvent, voilà, en 2-3 jours, faire une petite pause et reprendre. Il y a des gens, par exemple, Je pense que ça de dépend. plus de temps. Moi vraiment, dans mon cas, je pouvais pas finir mon Master 2 en un an. C'était impossible. Il fallait vraiment que je prenne le temps de me poser, de souffler. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé à mes responsables et que finalement, il a été amené. J'ai fait ce qu'on appelle je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était un contrat pédagogique, mais je ne sais plus si c'était le terme contrat. Mais en tout cas, voilà, j'ai signé un papier pour que je valide certaines matières une année et les autres l'année prochaine. Voilà. Donc moi, c'était acté que c'était pour des raisons de santé et que voilà. C'est pour ça que je pense que c'est pas une chose à systématiser, mais voilà, la solution elle existe et si vraiment il y a que ça qui peuvent aider, mais voilà, moi il m'a fallu du temps. Mais je pense effectivement que ça dépend de plein de facteurs. Ça peut être aussi selon la difficulté des études, selon le rapport qu'on a aux études, comme tu disais, Mathilde, selon aussi éventuellement l'entourage aussi. Peut-être qu'un entourage plus soutenant favorise plus facilement aussi le retour aux études ou au travail dans le cas professionnel. Enfin, je pense effectivement que c'est très, très, très dépendant de chaque personne et des facteurs qui font qui on est finalement. On demande aussi, alors je pense que c'est pour toi Mathieu, parce que tu disais que tu étais pas mal spécialisé dans le TDAH. Donc on demande si tu as des ressources intéressantes par rapport au TDAH du coup. Juste TDAH ou par rapport au burn-out parental Au TDAH spécifiquement. ou que du coup, il y a plein d'ouvrages. Il y a plein d'ouvrages intéressants. Après, celui que je recommande souvent, c'est surtout celui chez l'adulte, c'est le manuel de l'hyperactivité et du déficit d'attention, le livre du docteur Weibel qu'il avait rédigé avec d'autres médecins. Après, sinon, j'ai plus le nom, mais là, il y avait un ouvrage en anglais qui était sorti sur le TDAH, comment le diagnostiquer, comment le repérer. On va dire au niveau des ouvrages sur le TDAH, on a beaucoup. Ok. En tout cas, moi j'ai mis du coup le lien, enfin le titre de l'ouvrage du Dr Weibel. Je vais mettre aussi, hop, le lien vers le site parce qu'en fait on l'a déjà proposé du coup avec Sébastien Horard dont tu as parlé tout à l'heure, il me semble, Mathieu, qui est un neuropsychologue assez spécialisé aussi Ouais. dans le TDAH en Belgique, qui avec nous en fait a construit des fiches sur le TDAH. Donc c'est 7 ou 8 pages de pareil sous forme de bande dessinée sur c'est quoi le TDAH, les symptômes, les classifications, les idées reçues, etc. Donc je vous ai mis le petit lien
dans le chat aussi. N'hésitez pas à aller fouiller. C'est le lien vers les pathologies, donc vous pourrez retrouver aussi toutes les autres fiches qu'on a construites dessus. Et de rien, du coup. Après, pareil, pour le TDAH, il y a un truc, c'est 100 questions-réponses sur le TDAH. C'est un tout petit livre sur ça. Après, pour les enfants, il y a comment gérer les troubles du comportement chez mon enfant. Pareil, c'est un tout petit livre. Je crois que c'est le docteur Annick. J'ai plus le nom. Mais c'est docteur Annick avec qui a justement fait ces différents ouvrages-là qui sont assez accessibles, assez grand public. Ok. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, s'il y a d'autres questions qui émergent ou d'autres besoins de ressources aussi, à venir nous en parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et donc sur Twitch. Si j'en oublie pas, n'hésitez pas à venir poser des questions. On nous demande souvent toutes les semaines des ressources, des trucs et tout. On vous partage ce qu'on a, hein, n'hésitez vraiment pas. Si on peut encore plus vous préciser les choses. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres J'ai questions. peut-être une remarque. Oui. Mathieu, c'est peut-être Annick Vincent que tu cherchais comme nom? Je sais plus. Faut que je tape. Je regarde sur Internet. Moi, je suis tombée sur elle, en tout cas, en psychiatrie Mais TDAH. c'est possible. Peut-être ça. Je regarde. Je te laisse fouiller comme Bah, ça. il y a Mon cerveau a besoin de lunettes. C'était elle qui l'avait fait. Mon cerveau a besoin de lunettes. Ou Mon cerveau a encore besoin de lunettes, c'est pour le TDAH adulte. Sinon, c'est. Ouais, là, je le trouve pas. Est-ce que tu t'en sors? Non, je le retrouve pas là. Je crois que j'ai pas le bon titre. Et là, j'ai pas les livres, j'ai pas le livre sous les yeux. On pourra donner peut-être par mail plus tard. N'hésitez Ouais. pas, hein. N'hésitez pas à poser la question. Je vous envoie aussi, je remarque que je ne l'ai pas fait, le lien vers la vidéo justement consacrée au burn-out qu'on a fait sur YouTube. Pour le coup, c'est vraiment plus le burn-out professionnel et en particulier le cas des soignants, hein. Donc c'est encore un peu autre chose, mais vous retrouvez quelques notions de ce que moi j'ai abordé en tout cas au cours de ce webinaire. Donc il y a le lien dans le chat aussi. Je vous propose du coup de clore ce webinaire, hein, s'il n'y a pas d'autres remarques de votre part ou dans le chat. C'est tout bon pour vous, tous les deux? Non, après, de toute façon, dans les ressources, il y aura le livre sur lequel je me suis pas mal basé, qui est un livre qui est sorti très récemment. C'est le burn-out du soignant, des parents et de l'aidant, comment le diagnostiquer, le gérer, le prendre en charge. Mais il sera dans les, Il est dans il est dans dans les les ressources du ressources. diapo. Donc, C'est ça. Hop, alors je l'affiche s'il y en a c'est celui-là, ouais. qui veulent choper. Voilà, c'est le tout dernier là, le tout dernier lien donc, qui explore effectivement plusieurs aspects, plusieurs contextes du burn-out. De toute façon, on se débrouillera pour que les diapos soient dispo. Et de toute façon, dans le replay, le diapo sera toujours, sera toujours derrière, donc vous pourrez vérifier des infos si besoin. Hop. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je pense que c'est bon. Parfait. Eh ben, on nous conseille une autre référence pour les aidants d'ailleurs, de Pascal Brion. Alors j'avoue que je ne connais pas, on prendra la référence pour aller jeter un œil, qui a fait un livre pour les aidants, du coup. Donc merci pour la référence. Super. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez plus nombreux que d'habitude, hein, quand on est mieux organisé et qu'on fait les inscriptions plus tôt, ça marche toujours mieux. Merci pour votre attention. Du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, je vous ai mis notre adresse mail pour nous contacter et du coup, n'hésitez pas à nous Merci d'avoir solliciter résisté à l'appel. à C'est ça. l'appel. Voilà, du coup, portez-vous bien, on se retrouve bientôt. Il n'y aura pas de live sur cet été, parce que bon, nous, comme certains d'entre vous sûrement seront en vacances, moins dispo, en train de profiter des beaux jours.
On se retrouvera pour des lives à partir de l'automne, on en aura tous les mois. Mais d'ici là, on sera quand même productif sur le mois de juillet. À bientôt, portez-vous bien, passez un bel été et merci encore de nous avoir suivis. À Merci, bonne bientôt, bonnes soirée. vacances, bonne soirée. Au revoir.